En 1998, Chrysler Corporation était le constructeur automobile le plus rentable d'Amérique. Son Jeep Grand Cherokee dominait les concessions à travers tout le pays, son monospace régnait sur le marché des véhicules familiaux depuis 15 ans, et le cours de son action grimpait au-delà de $100 l'action. L'entreprise s'était extirpée du bord du gouffre à 2 reprises et en était ressortie plus forte à chaque fois. Alors comment en est-elle arrivée là? Une marque centenaire ne vendant plus qu'un seul véhicule sous propriété étrangère. On était en 1921. Homme nommé Walter Chrysler se tenait à l'intérieur d'une usine automobile en faillite, à Détroit. La Maxwell Motor Company avait surproduit pendant le boom de l'après-guerre, laissé la moitié de ses stocks invendus sur les parkings des concessionnaires et croulait sous les dettes. Beaucoup de gens regardaient cette usine et n'y voyaient qu'une cause perdue. Walter Chrysler la regardait et y voyait de la matière première. Chrysler n'était ni banquier ni commercial. C'était un mécanicien de Wamego, au Kansas, qui avait passé des années à travailler sur des moteurs de locomotives avant de se tourner vers l'industrie automobile. Il avait déjà sauvé Buick pour General Motors et stabilisé Willis Overland. Cet homme comprenait les groupes motopropulseurs comme un chirurgien comprend l'anatomie, et il était convaincu que l'acheteur automobile américain méritait une meilleure ingénierie à un prix juste. En 1924, il avait conçu et lancé la première voiture portant son propre nom. Le Chrysler 6 fit son entrée sur le plancher du New York Automobile Show, équipé d'un moteur 6 cylindres à haute compression, de freins hydrauliques aux 4 roues et d'un système de filtration d'huile, à une époque où les concurrents ne proposaient rien de tout cela. Les acheteurs l'ont remarqué immédiatement. Le 6 juin 1925, la Maxwell Motor Company fut officiellement réorganisée pour devenir Chrysler Corporation. Et Walter Chrysler ne ralentit pas. En 1928, il racheta Dodge Brothers, obtenant instantanément une position sur le marché des camions et un réseau de concessionnaires plus large, s'étendant d'un océan à l'autre. Cette même année, il lança Plymouth pour rivaliser sur le bas de gamme du marché et DeSoto pour couvrir la gamme de prix intermédiaire. À quelle vitesse une seule entreprise pouvait-elle remodeler toute une industrie? En à peine 3 ans après sa fondation, Chrysler avait constitué un portefeuille complet de marques automobiles, couvrant tous les budgets du marché américain. En 1936, Chrysler Corporation avait grimpé à la 2e place des ventes automobiles aux États-Unis, juste derrière General Motors. Une entreprise qui n'était qu'une épave en faillite à peine une décennie plus tôt, construisait désormais le Chrysler Building dans le centre de Manhattan, l'un des gratte-ciels les plus emblématiques de la planète. Ce genre d'ascension ne se produit pas dans l'industrie automobile sans un sérieux talent en ingénierie et une sérieuse ambition, et Chrysler possédait les deux en abondance. Mais l'audace de Walter Chrysler dépassait parfois ce que le grand public était prêt à accepter. En 1934, l'entreprise présenta la Chrysler Airflow, une berline grande taille conçue à l'aide de tests en soufflerie. C'était l'une des premières automobiles de série façonnées par les principes de l'aérodynamique, avec une carrosserie profilée et des ailes intégrées qui allaient influencer le design automobile pendant des décennies. L'Airflow était véritablement en avance sur son temps, et les acheteurs américains en pleine dépression jetèrent un seul regard sur cette forme radicale et passèrent devant elle dans les concessions. Les ventes furent décevantes, et Chrysler revint discrètement à un style conventionnel en quelques années. Cette volonté de parier sur une ingénierie audacieuse, remportant parfois de grands succès et parfois ratant complètement la cible, allait définir l'identité de Chrysler pour les 90 années suivantes. Cette décision semblait anodine à l'époque. Elle ne l'était pas. Après le décès de Walter Chrysler en 1940, l'entreprise se tourna vers la production de guerre au Detroit Arsenal Tank Plant à Warren, dans le Michigan. Chrysler construisit plus de 25 000 chars pendant le conflit, dont le M4 Sherman, ainsi que des équipements radars et des composants pour le Manhattan Project. Quand la guerre prit fin et que la production automobile civile reprit, Chrysler entra dans ce que beaucoup de passionnés d'automobile considèrent encore comme son âge d'or. Mais ce que l'entreprise allait construire ensuite allait surprendre même les ingénieurs qui l'avaient conçu. L'année 1951 apporta une véritable percée en ingénierie. Chrysler dévoila le moteur V8 à culasse hémisphérique. Le Hemi, comme on le surnomma rapidement, utilisait une chambre de combustion en forme de demi-sphère pour obtenir une meilleure circulation d'air, une compression plus élevée et plus de puissance que tout ce que les concurrents produisaient.
C'était un bond en matière d'ingénierie qui repositionna Chrysler comme marque de performance quasiment du jour au lendemain. La Chrysler 300 de 1955 devint l'une des premières véritables muscle cars de Detroit. Elle associait le moteur Hemi au style agressif, forward look du designer Virgil Exner et elle domina les circuits de stock car à travers tout le Sud. Puis en 1963, Chrysler dévoila la Turbine Car, un véhicule concept propulsé par une turbine à gaz, avec une silhouette arrondie digne de l'ère spatial et un sifflement semblable à celui d'un avion à réaction au ralenti sur une piste. 50 exemplaires furent construits et prêtés à des familles ordinaires pour des essais en conditions réelles, ce qui, avec le recul, était soit incroyablement courageux, soit incroyablement imprudent. Et cela incarnait exactement ce que Chrysler avait toujours été en son cœur. C'était l'entreprise d'ingénierie qui refusait de jouer la prudence. Ce qui suit est la partie qui fait encore mal à quiconque a grandi assis sur la banquette arrière d'une berline Chrysler. Les années 70 frappèrent Chrysler plus durement que presque tout autre constructeur américain lorsque la crise pétrolière éclata en 1973 et que les prix de l'essence s'envolèrent dans les stations-service de la Californie au Connecticut. L'entreprise construisait encore de grandes berlines gourmandes en carburant et n'avait presque rien de compact à offrir aux acheteurs qui avaient soudainement besoin d'efficacité avant tout. General Motors et Ford avaient au moins commencé à développer des plateformes plus petites. Chrysler fut prise au dépourvu avec une gamme de mastodontes énergivores et aucun plan pour les remplacer. Les opérations européennes de l'entreprise s'effondrèrent sous le poids des pertes croissantes. Chrysler France, Chrysler United Kingdom et Chrysler Hispana furent toutes cédées à Peugeot en 1978 pour une fraction de l'investissement initial. Les usines de Coventry et de Poissy, qui avaient autrefois porté l'insigne Chrysler, furent cédées sans pratiquement aucune résistance. De retour au siège à Highland Park dans le Michigan, où les bureaux de la direction occupaient toujours le même modeste bâtiment dans lequel Walter Chrysler avait travaillé des décennies plus tôt, les pertes s'accumulaient année après année. En 1979, Chrysler afficha une perte annuelle de 1,1 milliard de dollars, la plus grande perte sur une seule année de l'histoire des entreprises américaines à cette époque. La 10e plus grande entreprise du pays n'était plus qu'à quelques semaines de manquer totalement de liquidité. Quoi que ce soit, pouvait-il sauver une entreprise qui saignait à ce point? La réponse venait d'être licencié de Ford. Cet automne-là, un homme nommé Lee Iacocca se présenta devant le Congrès des États-Unis et livra l'un des plaidoyers les plus audacieux de l'histoire des affaires. Iacocca avait été président de Ford Motor Company jusqu'à ce que Henry Ford II le licencie en 1978, apparemment par jalousie personnelle, alors même que l'entreprise avait dégagé 2 milliards de dollars de bénéfices cette année-là. Chrysler recruta Iacocca presque immédiatement, et il arriva à Highland Park avec 2 concepts de véhicules que Ford avait rejetés. L'un était une plateforme compacte à traction avant, l'autre était un monospace. Iacocca demanda au Congrès 1,5 milliard de dollars en garantie de prêts fédéraux. Pas une aumône, insista-t-il à plusieurs reprises, mais un filet de sécurité qui permettrait à Chrysler d'emprunter auprès de banques privées, le gouvernement fédéral assumant le risque. Le sénateur William Proxmire avertit que cela créerait un dangereux précédent, mais Iacocca fit valoir que 600 000 emplois américains étaient en jeu, et le Congrès approuva l'accord de justesse. Ce qui se passa ensuite entra dans la légende de l'automobile. Iacocca réduisit les salaires des dirigeants, y compris le sien, à $1 par an. Il négocia des concessions syndicales qui réduisirent les coûts de Chrysler d'environ $3 de l'heure par rapport à la concurrence. Elle rationalisa toute la gamme de produits autour d'une seule architecture flexible appelée la plateforme K-Car. La Dodge Aries et la Plymouth Reliant arrivèrent en 1981. C'étaient des berlines compactes à traction avant, pas glamour mais pratiques et économes en carburant. Chrysler en vendit plus de 400 000 la première année seulement, éclipsant les véhicules qu'elle remplaçait. Et non, ce n'est pas une erreur. Mais le véritable coup de maître était encore à venir. Fin 1983, Chrysler lança les monospaces Dodge Caravan et Plymouth Voyager. Le concept avait été initialement développé chez Ford sous la direction d'Iacocca et de l'ingénieur Hal Sperlich, mais Henry Ford avait tué le projet net.
Quand les deux hommes atterrirent chez Chrysler, ils emportèrent les plans avec eux et construisirent enfin ce que Ford avait refusé de fabriquer. Le Monospace offrait des places assises pour 7 passagers, un plancher de chargement plat qui pouvait, paraît-il, accueillir une plaque de contreplaqué d'1,20 m sur 2,40 m derrière le siège conducteur, et un encombrement global qui tenait dans n'importe quel garage de banlieue en Amérique. Les familles en tombèrent immédiatement amoureuses. Le Monospace Chrysler allait dominer son segment en termes de vente pendant les 25 années suivantes. En 1983, l'entreprise était redevenue bénéficiaire et avait remboursé ses prêts garantis par le gouvernement 7 ans avant l'échéance, rapportant au Trésor des États-Unis un bénéfice de 350 millions de dollars sur l'opération. Iacocca devint une célébrité nationale du jour au lendemain. Il apparut dans des spots télévisés pour les véhicules Chrysler, publia une autobiographie qui trôna en tête des listes de best-sellers pendant 2 années consécutives, et sa phrase culte entra dans le vocabulaire américain « If you can find a better car, buy it ». Chrysler aurait pu s'arrêter là, et cette histoire serait très différente. Si cette histoire vous intéresse, pensez à vous abonner. D'autres récits d'histoire automobile arrivent chaque semaine sur cette chaîne. Bien, alors c'est ici que les choses se compliquent. Tout au long de la fin des années 80 et des années 90, Chrysler continua à surfer sur son élan. Chrysler acquit American Motors Corporation en 1987, un accord qui plaça la marque rentable Jeep sous le parapluie de Chrysler. Les ventes du Jeep Grand Cherokee furent énormes. Les critiques louèrent les berlines LH à cabine avancée. La Dodge Viper devint une voiture de sport vitrine qui rappelait à tout le monde que Chrysler avait encore le pouls de l'ingénierie. Au milieu des années 90, l'entreprise était légère, innovante et largement admirée dans toute l'industrie automobile pour sa rapidité de développement. En 1998, Chrysler Corporation était sans doute au sommet de sa puissance moderne. Et c'est précisément à ce moment-là que l'entreprise prit la décision qui allait tout changer. L'Allemand Daimler-Benz, la maison mère derrière les véhicules de luxe Mercedes, proposa ce que les deux parties qualifièrent publiquement de fusion entre égaux. L'entité combinée, Daimler-Chrysler, se classerait au 3e rang mondial des constructeurs automobiles en termes de chiffre d'affaires. L'accord fut évalué à 36 milliards de dollars et annoncé en grande pompe lors de conférences de presse à Stuttgart comme à Auburn Hills, mais l'égalité était une fiction dès le départ. Daimler-Benz était la plus grande entreprise avec des poches plus profondes. Le nouveau siège social pencha vers l'Allemagne, le pouvoir de décision migra discrètement vers Stuttgart et le fossé culturel entre les deux entreprises s'avéra infranchissable. Daimler fonctionnait selon une hiérarchie rigide, des processus d'ingénierie méthodiques à l'allemande et de longs cycles de planification. Chrysler prospérait grâce à la rapidité, la flexibilité créative et un esprit entrepreneurial combatif qui avait sauvé l'entreprise plus d'une fois. D'un côté, on construisait des berlines de luxe artisanales à Stuttgart. De l'autre, on construisait des monospaces et des muscle cars dans le Michigan. Les ADN d'entreprise ne se mélangèrent jamais. En moins de 2 ans, le PDG de Daimler-Chrysler, Jürgen Schrempf, accorda une interview au Financial Times et admit que qualifier cet accord de fusion entre égaux avait été, selon ses propres mots, une manière détournée d'exécuter un rachat. Cet aveu empoisonna le peu de confiance qui subsistait entre les deux camps. Les cadres supérieurs américains prirent leur retraite ou furent discrètement poussés vers la sortie. Les équipes de développement produits de Chrysler perdirent l'autonomie qui avait fait leur force d'innovation. Mais voici le détail que tout le monde a manqué à l'époque. Le cours de l'action de l'entreprise combinée, qui avait atteint 108 $ début 1999, chuta à environ 40 $ fin 2000. Chrysler passa d'un bénéfice de 2,5 milliards de dollars au premier semestre de l'année de la fusion à une perte de 512 millions de dollars au 3e trimestre de l'an 2000. La même culture entrepreneuriale qui avait produit la K-Car, le Monospace et la Viper était étouffée sous une structure d'entreprise conçue pour des véhicules de luxe allemands, pas pour l'innovation de masse américaine. Et personne au sommet ne semblait savoir comment arrêter l'hémorragie. En 2007, Daimler jeta l'éponge complètement. La maison mère allemande vendit 80% de Chrysler à Cerberus Capital Management, une société de capital investissement basée à New York, pour 7,4 milliards de dollars.
Ce montant représentait environ 1/5 de la valeur à laquelle la fusion originale avait été estimée 9 ans plus tôt. Les analystes du secteur décrivirent la transaction moins comme une vente que comme Daimler payant un fonds spéculatif pour lui retirer le problème de son bilan. Autant dire que ce n'était pas exactement l'affaire du siècle. Cerberus n'avait aucune expérience dans la gestion d'un constructeur automobile. Ses associés à Manhattan comprenaient les rachats par effet de levier et la dette en difficulté, pas les cycles de développement de moteurs ni les négociations syndicales dans le Michigan. Mais le timing est tout dans l'industrie automobile, et Cerberus avait choisi le pire moment possible pour posséder un constructeur de Detroit en difficulté. Ce qui se passa ensuite mit toute l'industrie automobile américaine à genoux. La crise financière de 2008 balaya l'économie mondiale comme un boulet de démolition. Les marchés du crédit se figèrent, les dépenses de consommation s'effondrèrent, les ventes de voitures neuves à travers l'Amérique s'écroulèrent, et des concessionnaires qui avaient survécu à des décennies de hauts et de bas commencèrent à fermer leurs portes définitivement. Pour une entreprise déjà affaiblie par une décennie de mauvaise gestion sous Daimler, la récession fut un coup presque fatal. Le 30 avril 2009, Chrysler déposa le bilan, en vertu du chapitre 11 de la loi sur les faillites, dans un tribunal fédéral de New York. L'administration Obama fournit un financement d'urgence et garantit publiquement les garanties véhicules de l'entreprise pour rassurer les acheteurs inquiets dans les concessions à travers le pays. Le constructeur italien Fiat intervint en tant que partenaire stratégique et le directeur général de Fiat, Sergio Marchionne, fit la navette entre Turin et Auburn Hills pour restructurer les opérations. Il bâtit la reprise autour des marques les plus solides encore en vie chez Chrysler, Jeep, les camions Ram et Dodge. Après la restructuration, le nom Chrysler lui-même commença à se réduire. La production du monospace Town & Country fut progressivement arrêtée. La berline Compact 200 est venue et repartie sans laisser grande impression dans les concessions. Une à une, les plaques signalétiques que Walter Chrysler et Lee Iacocca avaient bâties furent discrètement retirées des parcs de concessionnaires à travers tout le pays. En 2021, Fiat Chrysler Automobiles fusionna avec le groupe français PSA pour former Stellantis, un conglomérat multinational dont le siège est aux Pays-Bas. Chrysler, l'entreprise qu'un ingénieur du Kansas avait bâtie à partir des ruines d'une usine automobile en faillite, n'était plus qu'une petite marque enfouie au sein d'un vaste empire industriel européen, comptant 14 marques automobiles différentes en compétition pour les dollars d'investissement. Et à quoi ressemble une entreprise automobile américaine centenaire lorsque son destin se décide à Amsterdam? En décembre 2023, la dernière Chrysler 300 sortit de la chaîne de montage de l'usine de Brampton, en Ontario, au Canada. Une 300C rouge velours, équipée d'un moteur Hemi de 6,4 litres sous le capot. 2000 éditions d'adieu furent produites pour le marché américain et chacune d'entre elles fut réservée dans les 12 heures suivant l'annonce. Près de 70 ans après que l'original avait contribué à définir la muscle car américaine sur les circuits de Daytona à Charlotte, la chaîne de production de la Chrysler 300 s'éteignit. Aujourd'hui, Chrysler ne vend plus qu'un seul véhicule, le Monospace Pacifica. La marque a célébré son 100e anniversaire en 2025 et Stellantis a marqué l'événement avec un Pacifica restylé sur le plancher du Detroit Auto Show et de vagues promesses d'un futur crossover et d'une berline inspirée d'un concept car appelé Halcyon. La question de savoir si ces véhicules verront un jour la production dans une véritable usine dépend de décisions d'investissement prises dans des salles de conseil à Amsterdam et Turin, et non à Auburn Hills ou Highland Park, là où les équipes d'ingénieurs de Chrysler avaient autrefois transformé toute une industrie. Walter Chrysler a bâti son entreprise sur une conviction simple, qu'une grande ingénierie, proposée à un prix juste, trouverait toujours des acheteurs prêts à récompenser l'effort. Et pendant des décennies, cette conviction a tenu. Le moteur Hemi, la berline Airflow, la K-Car, le monospace. Chacun était un pari que les Américains choisiraient la substance plutôt que la prudence, l'innovation plutôt que l'imitation. L'entreprise qui a placé ces paris existe encore sur le papier, mais la vraie question n'est pas de savoir si le nom Chrysler survivra. C'est de savoir si l'esprit qui l'animait, cette conviction inlassable d'un mécanicien du Kansas, selon laquelle on construit quelque chose de meilleur ou on ne construit rien du tout,
a encore sa place dans une industrie que Walter Chrysler reconnaîtrait à peine. Si cette histoire valait votre temps, la prochaine vidéo explore un autre chapitre de l'histoire automobile qui a transformé les routes sur lesquelles nous roulons aujourd'hui.